Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la commission formation sécurité a décidé d'organiser deux webinaires en début de saison, toujours dans l'optique d'améliorer la sécurité des vols. Le premier proposé ce soir est sur le thème de la pression temporelle et le deuxième, prévu le 14 mai, sera sur l'atterrissage en campagne. L'équipe qui vous présente le webinaire de ce soir est composée de Véronique Chitty, qui est pilote inspecteur, Pascal Groel, qui est en charge de la sécurité et qui réceptionne tous vos rex et les analyses, entre autres. Georges Sana, qui est le responsable pédagogique de la Théo et adjoint au chef pilote du CNVV, et Alain Hamon, qui est le représentant élu des instructeurs. Donc moi-même, Jean-Yves Duboc, président de la commission. Eh bien, écoutez, je remercie l'équipe qui a fait qui a préparé ce webinaire pour le travail réalisé, et je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la parole. Eh ben, c'est moi qui vais continuer un tout petit peu. Pascal, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire ce soir et faire une toute petite introduction. La première chose qu'on va faire, c'est que c'est moi qui suis, comme l'a dit, pour ceux qui étaient déjà là, je suis le maître des horloges, donc on va essayer de tenir le timing. Ensuite, je gère la partie échange avec vous. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient pas bien compris, que vos micros sont tous désactivés, sinon à 70, c'est un peu compliqué. Tous les échanges les questions que vous aurez, etc., faites-les passer par le petit bouton Q et R, questions et réponses, dans l'interface Zoom. Il y aura également tout à la fin un exercice un peu interactif, c'est-à-dire on essaiera de faire une synthèse et également là vous essayez d'intervenir par QR pour qu'on puisse faire un petit, une petite synthèse, voilà. Donc la soirée là, ce qu'on va faire, c'est que là on est dans l'introduction, on va vous dire ce qui nous a amené à faire cette présentation et puis ensuite on développera quelques rex, on fera l'analyse de ces rex, on essaiera de vous donner quelques idées pour prévenir ce qui s'est passé, puis ensuite on fera un petit exercice de synthèse à la fin. Voilà. Véronique, on peut avancer un petit peu. Voilà, alors ce qui nous amenait à faire ce webinaire, c'est que l'analyse des rex et des accidents de l'année dernière nous montre, là on a un peu la classification de tous les REX en 2024. On voit qu'il y en a presque la moitié qui concernent des procédures, une quinzaine de pourcents qui concernent la vigilance. Enfin, on va dire qu'il y a 60% de REX où on a en sous-jacent des problèmes qui sont liés soit au fait que les gens, pour des raisons diverses et variées, se précipitent, court-circuitent un certain nombre de procédures, sont influencés par des événements extérieurs qui viennent leur mettre la pression parce qu'il faut faire ceci, parce qu'il y a des VI, parce que, etc. On verra ça tout à l'heure. Et voilà pourquoi on a décidé de vous présenter ça. Alors avant que Véronique reprenne le flambeau, je vais vous donner une petite définition de ce qu'on peut dire ce qu'est la pression temporelle. Mais la pression temporelle, c'est l'idée que on a une butée pour faire un certain nombre de tâches et que pour des raisons X ou Y, soit on se met une butée, soit quelqu'un d'autre nous met une butée, et que tout ce qu'on a à faire, on a du mal à le faire et on a du mal surtout à se dire que cette butée finalement, elle n'est pas toujours aussi importante que ça. Et l'idée d'ici, c'est d'essayer de vous donner des exemples où on peut se dire que la butée temporelle, dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, on pourra anticiper le fait qu'elle soit moins inflexible que ça et qu'on puisse travailler de façon correcte pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs, un certain nombre d'erreurs de procédure ou de maladresse.
Voilà, l'idée c'est de travailler sur des REX pour vous montrer tout ça. Et donc je vais passer la parole à Véronique pour la suite. À toi Véronique. Merci Pascal. On va se relayer effectivement pour vous présenter différents REX. On en a sélectionné quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Et on a sélectionné donc des REX qui étaient en partie liés à la pression temporelle. Celui-ci a été analysé donc directement par le pilote, pression temporelle, biais d'habitude, qui sont les deux causes de sa mésaventure. Donc, je vais vous le lire. La prévole faite dans le hangar quelques minutes avant la mise en route du remorqueur. L'avion est laissé dans le hangar car je le sors avant de mettre en route. Quelqu'un a sorti l'avion pour moi lorsque j'étais absent. La prévole ayant été faite, j'accroche le câble, monte dans l'avion et mets en route. Sauf que la barre de tractage n'avait pas été retirée. Donc, le pilote analyse les problèmes de pression temporelle. Je ne trouvais pas mon câble de remorquage, ce qui m'a mis en retard et m'a incité à partir rapidement. Biais d'habitude sur confiance, nous avons mis en place la procédure suivante. Normalement, lorsque quelqu'un sort l'avion du hangar, tout de suite, la première action à faire, c'est retirer la barre de tractage. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le pilote qui a sorti l'avion, quelqu'un l'a fait pour lui. Et comme il avait fait la prévole 30 minutes avant, il n'a pas vu où était le... Il n'a pas pensé à regarder plus que ça. Alors, en fait, on voit ici dans sa déclaration que ce qui a été à l'origine de la pression temporelle, c'était le fait de ne pas avoir trouvé le câble de remorquage, ce qui l'a incité à partir rapidement. Et puis, pourquoi on ne fait pas la prévole? Parce que l'habitude a été rompue, la routine qui était mise en place a été rompue. Ce n'est pas lui qui a sorti l'avion. Maintenant, la question qui est intéressante à se poser, évidemment, on n'a pas la réponse au travers du REX, mais c'est dans les faits combien de temps le pilote a cherché le câble de remorquage. Il est peu probable qu'il ait mis 3/4 d'heure, 1 heure à chercher son câble. Et en réalité, tout de suite, on commence à sentir de manière sous-jacente qu'il y a une part de subjectivité. Et que Pascal nous expliquait que c'était la différence entre le temps dont on dispose et le temps dont on pense avoir besoin, qui crée cette pression temporelle. Et là, typiquement, il a cherché son câble 5 minutes, 10 minutes, 1/4 d'heure, on ne sait pas très bien. Cette pression, en tout cas, elle est présente. Et c'est ça qui fait que le biais d'habitude étant en place, la procédure est court-circuitée simplement parce qu'il y a une sensation de retard, une impression de retard alors que les copains sont en piste en train d'attendre. Je vais passer la parole à Alain pour le REX suivant qui concerne les remorqueurs. Alors, Alain. Le micro coupé, Alain. Ton micro est coupé. Sorry, désolé. Je voulais justement éviter les bruits parasites et sous la pression temporelle, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Donc, eh bien, on peste tous après les remorqueurs, généralement, qui ne sont pas à l'heure, qui sont trop rapides. Et on voit beaucoup de REX concernant les remorqueurs et se positionner derrière un remorqueur qui tourne déjà. Le premier, je sors donc du planeur et à l'aide d'autres personnes, je déplace mon planeur pour partir en premier. On voit bien que là, il y a déjà un déplacement de la machine, on est installé, on se déplace, donc forcément déjà, on n'est plus dans notre bulle. Je reprends mon CRIS, on voit bien encore une fois, je reprends mon CRIS, un peu sous pression, le remorqueur tourne, est déjà en place. Le câble est attaché et le remorqueur met en tension. Donc, l'action suivante, c'est que je freine et je sors les aérofreins, puisque je pense que les freins sont au bout des aérofreins, et je vérifie en dernier le S de mon CRIS. Je repousse ensuite la manette des aérofreins et fais signe à l'aide de piste de lever l'aile. Et je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai commis l'erreur de ne pas verrouiller les AF. Donc, on va revoir sur ce REX la grande phrase qui est mise en rouge. Eh bien, je reprends mon CRIS un peu sous pression. Effectivement, on déplace mon planeur, on le met en place avant. Je veux aller vite parce que les autres poussent le remorqueur. Et donc, je ne vais pas jusqu'au bout de ma checklist. Et là, on voit bien que le pilote est interrompu dans sa tâche, puis elle est repris. Donc, on le met bien en pression. Et cette pression, on parle essentiellement de subjectivité. Okay, le câble est déjà attaché. Voilà. Si je dois le faire, je me demande à mettre devant. Et si je le fais avec un temps
et dans la sérénité. Je suis d'accord, je dois le faire on le fait avec mon accord, et je mets mon planeur devant, mais pas dans l'urgence. Je refais tout depuis le début. Si je me réinstalle, je refais mon CRIS. Ici, on voit bien que le porte-plume n'a pas vraiment joué son rôle de barrière. Il aurait dû vérifier que les aérofreins étaient fermés et verrouillés. Le deuxième exemple, et là je sens que beaucoup vont rigoler derrière leurs écrans, je me retrouve rapidement en place arrière de la S4S pour faire un baptême. Donc on voit déjà, je me retrouve rapidement. Ce planeur a fait un vol solo avant et le parachute avait été enlevé. Logique. Je me presse pour m'installer car le remorqueur, encore une fois, est déjà en place et qu'il y a du monde derrière. On retrouve les mêmes causes et les mêmes effets. On me dit de me dépêcher. Alors une fois attaché, j'effectue mon CRIS. Par contre là, il fait son CRIS rapidement, mais pas assez sérieusement. On décolle et je me rends compte une fois, après avoir largué, que je n'ai pas mon parachute. Et c'est là que je vous vois rigoler. Ça n'arrive à personne. Ben, sachez que ce n'est pas le seul Rex de ce type. Et on voit bien que dans tout le déroulé de l'action, on retrouve des mots qui confirment la pression. Je me presse, car le remorqueur est déjà en place. Il y a du monde derrière. Évidemment, la pression du terrain, des autres, on me dit de me dépêcher et j'effectue mon CRIS rapidement, donc toujours sous pression. Donc le baptême attend effectivement. Il attend depuis combien de temps? Pourquoi je me presse? Donc c'est souvent le cas. Les baptêmes sont en dernier, on essaie de les caser. Donc attention à ça. C'est que du factuel. Il attend, on prend le temps, en plus on essaye de trouver quelqu'un qui va nous aider. Là on demande de l'aide. Demandons de l'aide à partir du moment où on fait plusieurs actions en même temps. Pensez que vous n'êtes pas seul. Et pressé, peut-être, mais la procédure est incompressible. Elle doit être réalisée entièrement. Voilà, je pense que j'en ai terminé et que c'est Georges qui reprend la main. Merci. Et donc, on va encore voir en fait toujours la même problématique, puisque le titre est sans équivoque. On parle d'un timing serré. Notre pilote sait que la rentrée du SF-28 au hangar va être difficile s'il est tout seul. Et il s'informe donc des intentions de ses camarades de club pour savoir s'ils restent dans les parages. Il a l'info ils vont partir du club dans 20 ou 30 minutes. Il décide donc de faire juste quelques tours de piste en prévoyant en fait une durée de 20 minutes maximale pour qu'ils puissent profiter de leur présence afin de rentrer la machine. Il se met déjà en fait une butée. Mais en plus, il fait sa prévole et il se retrouve à être agacé par en fait, des visiteurs, des gens qui viennent comme souvent sur le terrain parce qu'ils veulent voir des avions, des planeurs. Et comme ils sont derrière la barrière et qu'ils sont un peu bruyants, lui, ça a déjà tendance à l'agacer et peut-être à un peu le perturber en fait, dans sa pratique du CRIS. Et puis, pour couronner le tout, il a du mal à démarrer le moteur et ça vient encore lui créer une pression supplémentaire, sachant que en plus, très vraisemblablement, il se sent observé par le public et les visiteurs. Bon, on a mis trois petits points puisqu'en fait, il va commencer à réaliser le vol. Et en fait, alors que vraisemblablement, il vient de décoller, il se rend compte qu'il n'a pas d'indication de vitesse. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il a vraisemblablement oublié d'enlever la flamme sur le pitot. Donc, on remet encore une fois en évidence deux ou trois facteurs contributifs qui sont une butée de temps. C'est ce qu'on a mis en préambule, c'est est-ce que le temps disponible permettait de réaliser en fait le projet. Et puis l'agacement pour différentes raisons, qui est aussi un facteur contributif, puisque en fait l'intérêt, c'est comme on l'a vu aussi avec les remorqueurs, c'est de créer un espace un peu
de sérénité et certainement pas d'être agacé avant de se lancer dans le vol, tout simplement. Voilà. Le timing, 20 minutes bloc-bloc pour faire 2-3 tours de piste, c'est vraiment top chrono. En fait, il aurait été certainement frustré de ne pas voler, mais objectivement, est-ce que quand on se met de grosses contraintes, on va garder le plaisir du vol? Par ailleurs, parce que là, on est sur des activités qui ne sont pas des activités professionnelles, et donc les risques, eux, malgré tout, sont toujours bien réels. Voilà. Je reprends la main pour le dernier Rex, enfin le dernier, pas le dernier de ce soir, mais en préambule en tout cas de ce qu'on voulait vous montrer. Tout est dans le titre, je dirais, organisation de la journée de vol. Arrivé au club à 13 h, avec pas mal de contraintes pour l'organisation des vols. Je dois décoller en second avec un premier VI, derrière un élève en solo. Roulage, décollage sans problème, et à la rotation, ma verrière s'ouvre brusquement et éclate. Trop de précipitation avec les contraintes qui s'ajoutent au fur et à mesure. En tant que chef pilote, il fallait organiser la mise en piste, superviser les solos, accueillir les VI et s'arranger pour que le treuilleur puisse voler également, plus le premier planeur qui n'accroche pas et le deuxième élève en solo qui arrive après tout le monde. Alors, pas mal de contraintes, effectivement, il y en a pas mal. Déjà, avant même de commencer. C'est-à-dire que la journée là est en train de s'organiser et il sait déjà, d'entrée de jeu, qu'il a beaucoup de contraintes à organiser, enfin à prendre en compte. Et puis ensuite, alors, trop de contraintes, ça veut dire implicitement, évidemment, qu'il va falloir essayer de faire passer tout ça. Et donc, il ne faut pas s'endormir. Donc déjà, on sent la pression qui monte bien. Et puis finalement, à toutes ces contraintes, il y en a d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure. Le planeur qui se repose, un élève qui devait arriver de bonne heure et puis qui finalement arrive après tout le monde. Donc en fait, on s'aperçoit que la pression, elle est déjà d'entrée de jeu au départ de la journée, mais qu'en plus de ça, au fur et à mesure, les choses ne vont pas s'arranger. Donc ce sont des éléments qui sont un peu importants. On viendra à la fin, Georges en particulier, quand il donnera des outils pour justement essayer de détecter toutes ces organisations à risque et comment un petit peu calmer le jeu pour ne pas se retrouver dans cette situation où au final, en voulant se précipiter, on a un planeur qui est complètement hors d'état de vol et sans doute pour un petit moment. Alors maintenant, peut-être avez-vous des réactions, Pascal? À chaque fois qu'on vous met un petit point d'interrogation, en fait, ça sera le temps pour Pascal reprendre la parole pour nous faire part des éventuelles questions que vous aurez pu poser au fur et à mesure ou réactions que vous aurez eues au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, on en a. Tout le monde est sage? On en a une seule, tout le monde est sage, tout le monde est concentré apparemment. Non, c'est juste une réaction par rapport au Rex concernant les remorqueurs. Il a été naturellement noté que dans ce cas-là, c'est le remorqueur qui met la pression sur les pilotes de planeur et que c'est quelque chose qu'on doit également gérer dans un club, la façon qu'ont les remorqueurs d'organiser leur prise en compte de planeur, on va dire ça comme ça. Quand c'est le remorqueur qui se place devant la file de planeur, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. D'accord. Il y a une remarque en disant que dans les deux cas, c'est le remorqueur qui met la pression, puisqu'il est moteur tournant et que entre guillemets, le pilote de planeur veut sans doute lui faire plaisir ou pas le faire tourner trop longtemps, donc c'est quelque chose qu'on doit gérer au niveau de... Là, il y a quelqu'un qui vient de réagir sur l'histoire des VI. Quel est le quid du briefing à l'attention du PAX VI? Naturellement, je pense que le briefing du PAX VI doit être fait, mais dans le Rex, ils n'en parlaient pas comment ça. Voilà. Il a pu être fait d'ailleurs par ceux qui ont installé le VI à bord. L'histoire ne le dit pas. Voilà. Ok. Alors, une question un peu plus subtile. Comment? On me demande d'acheter un micro qui fonctionne, donc déjà je vais changer de micro. Alors parce que parfois on t'entend un peu loin, parfois on t'entend près, c'est fluctuant, on va dire. Je vais changer de micro comme ça. Ah non, comme ça c'est bien là, voilà. Voilà, comme ça va mieux?
Oui, En fait, nettement c'est beaucoup mieux. mieux. en fait, Eh ben, c'est fallait ton pull qui gratte dessus. Ouais, oui, d'accord, ok. Bah écoute, donc il y a quelqu'un qui demande comment distinguer pression et tonicité en piste. Bah, c'est un des, c'est une des choses Mm, dont on parlera un peu plus loin sur les signaux qui peuvent faire qu'on commence à ressentir la pression. mm, mm. Et puis dans les cas des prévols bousculés, vous faites vous dans le hangar, il y a effectivement, oui, voilà. Donc ça c'est plutôt sur l'histoire de l'oubli de la barre. On dit que les prévols bousculés ou faites dans le hangar, une fois qu'elles sont bousculées, ça veut dire qu'elles sont faites avec de la pression. Et donc, Mm, il mm. y a risque de manquer de rigueur. Voilà. Voilà pour Très l'instant. bien. Je pense qu'on peut OK. continuer. Et puis voilà. Alors, on va continuer en faisant un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a vu dans ces REX. Et déjà, on s'aperçoit que la pression, en l'occurrence, elle est à plusieurs niveaux. Au niveau structurel, parce que le club, on parlait justement on entendait parler de tonicité. En gros, il faut que ça tourne. Donc, il est sûr que si on est endormi en piste, on ne fera pas grand-chose. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Il faut que le club tourne. Euh, et ça, ça peut aller jusqu'à mettre une certaine pression, en particulier quand on a un remorqueur qui tourne devant et on ne veut pas le faire tourner trop longtemps. Typiquement, quand on a des compétitions, quand on a des stages, ou bien si on a des... Tout à l'heure, on parlait de stages, hein, si on a des vols découvertes qui arrivent en grappe, là, perlés, ou quand on organise des journées type journée porte ouverte, Saplan pour LBIA, où on a beaucoup de monde à faire passer dans le temps imparti, pas forcément un peu de temps, mais dans le temps imparti. Donc ça, on sait d'entrée que ce sont des situations qui sont atypiques et où potentiellement, si on a des grains de sable dans le dispositif, on peut vite se mettre la pression et on peut se retrouver dans une situation typiquement à risque. On a des pressions de type opérationnel liées à l'organisation de la piste, à l'utilisation optimale du matériel. Donc, on parlait effectivement du remorqueur qui tourne devant, mais ça peut être aussi d'essayer de faire voler tout le monde. On veut que les pilotes là, qui sont arrivés un peu tard arrivent à fonctionner, que les planeurs ne restent pas au sol. On va essayer de se les trouver au mieux. Le pilote qui passe devant précisément parce que il va partir, il va faire son vol tout de suite, et puis peut-être il repassera la machine à quelqu'un d'autre. Bon, peu importe, hein, on peut imaginer beaucoup de choses. La coactivité également est un facteur de risque quand on a un mélange treuil-remorqueur ou bien quand on a coactivité sur la plateforme avec du largage para, on voit que l'avion est en train de monter. On se dit, oula, bon, on va se dépêcher de partir parce qu'une fois que les paras vont être largués, le temps que tout ça se fasse, qu'ils soient par terre, etc., on ne pourra pas partir tout de suite. Ou en treuil, on a un avion dans l'avant-arrière, allez, on va lancer le départ avant que on s'arnache rapidement et on lance le départ avant qu'il passe en base. Sinon, après, le temps qu'il se pose, qu'il dégage, etc., on est là pour un moment. Donc ça, ce sont vraiment des facteurs également contributifs. Et puis encore, enfin, les pressions à titre individuel. On avait ce pilote de TMG qui voulait partir et se faire le vol absolument en 20 minutes. C'est un exemple, mais on avait aujourd'hui, dans certains endroits, il pleuvait, mais d'autres, on avait des magnifiques cumulus. C'est les premiers de l'année et on n'a pas envie de rater la première belle journée, quoi. Voilà. Donc tout ça, on voit bien que ces différentes pressions qui peuvent être mises sur les pilotes ont des origines différentes, structurelles, opérationnelles, individuelles. Dans tous les cas, ça peut mener évidemment aux mêmes conséquences. Chaque fois, pratiquement, dans tous les exemples qu'on avait, c'était pas avec bonnes intentions pour soit ne pas gêner les autres, soit faire plaisir. Le pilote du TMG qui peut faire ça en 20 minutes, c'est parce qu'il ne veut pas embêter les copains, il ne veut pas leur demander de rester plus longtemps. Et les autres, ouais, je vais me dépêcher, ils m'attendent, là, je ne trouve pas mon câble, je vais faire vite parce que ça fait un moment qu'ils m'attendent en piste. À chaque fois, on veut justement, c'est cette fameuse tonicité dont on parlait, on veut mettre de l'huile dans les rouages, il faut que ça tourne. Donc, on essaie de faire au mieux, d'être le plus efficace possible. Et c'est là où, effectivement, la bascule peut être faite rapidement vers la précipitation. Chaque fois, en tout cas, on s'aperçoit que cette pression, elle est déjà palpable au sol. Tous les exemples qu'on vous a proposés ce soir, on voit bien que la situation, elle est déjà en place au sol. Tous les facteurs sont là, tous les facteurs contributifs, on les a avant même de lancer le vol. Il y a un cas où, objectivement, on peut se dire, bon, 20 minutes, il s'est mis la pression tout seul.
Mais le reste du temps, cette pression que l'on se met, cette impression de ne pas avoir du temps est totalement subjective. On veut bien faire, c'est toujours cette histoire d'être le plus dynamique ou tonique ou en tout cas efficace. Pour être efficace, moindre grain de sable laisse à penser que les autres attendent après moi, ou je vais retarder les copains, et donc où ça va coûter cher parce que le remorqueur tourne, etc. À chaque fois, c'est relativement subjectif et on se met tout seul la pression en réalité. Et bon, là, c'est l'exemple d'un CRIS, mais un CRIS, en toute rigueur, si je prends le temps de me reconcentrer et de le faire correctement, je ne vais pas mettre tant de temps que ça pour le réaliser. Il n'y a pas d'urgence pour faire ce CRIS. Les différences qu'on a, c'est que parfois le pilote est seul pour se mettre la pression et la plupart du temps, il est poussé par le groupe. Donc, on avait le cas du planeur qu'on a mis devant ou bien le VI, l'équipe qui a installé le VI. En réalité, c'est sans doute aussi pour rendre service et fluidifier. Mais du coup, l'instructeur, quand il arrive, ou le pilote VI, quand il arrive, il se met la pression tout seul en disant, oh là là, ça y est, tout le monde est dedans, sauf qu'il ne sait pas depuis combien de temps. Et tout de suite, il se met la pression là-dessus. Dans tous les règles qu'on a présentés, on ne parle pas de la taille du club. C'est vrai que petit club, grand club, ça peut arriver partout. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Et le pilote du TMG, il était vraiment tout seul dans son coin, en l'occurrence, avec ses 20 minutes, qui s'était mis en tête et à vouloir faire son vol absolument en 20 minutes. Chaque fois, donc, cette pression va générer le stress et c'est ce stress qui va conduire à se précipiter, à sortir de sa routine, à couper dans les coins, couper dans les angles, à ne pas respecter les procédures. On essaie de gagner du temps de cette façon-là. Parfois, les autres vont pousser au crime, si je puis dire, ou ils devraient être en rempart potentiel. Le porte-plume qui ne voit pas que le parachute n'est pas mis, par exemple, ou que la verrière n'est pas verrouillée. Et le pilote remorqueur, il arrive devant, le planeur, on vient de le mettre devant de la file, le DUS, il est peut-être en train de se rebréler à nouveau, peut-être qu'il peut couper le moteur. Ou au moins en radio dire, est-ce que tu veux que je coupe le moteur? Et donc, l'attitude que va avoir là le pilote remorqueur, mais c'est vrai pour les autres aussi, quand on installe un VI pour rendre service, mais pour le coup, on peut peut-être aider le pilote aussi à s'installer. Et je pense que dans ce cas-là, on va voir rapidement que le pilote est en train de monter sans son parachute. Donc, tous ceux qui sont autour doivent aussi être là, mais je ne veux pas empiéter sur ce que va nous dire Georges tout à l'heure, devraient aussi être là pour aider et calmer le jeu. Est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a des questions? Pascal? J'arrive. Pour l'instant, personne. Personne. Parfait. Non, mais alors, on va poursuivre. Voilà. On va poursuivre et puis on fera va des questions à la poursuivre fin. avec Georges. Alors, je ne vais que enfoncer le clou, puisque en fait, ce qui est intéressant, je pense, pour tous les participants, c'est que les exemples et même les discussions là dans les questions-réponses, ça montre que vous avez tous constaté à un moment ou à un autre que vous avez été soumis dans l'organisation du club à cette pression temporelle. Plus vous percevez qu'il n'y a pas de réponse immédiate à apporter et plus vous allez avoir un stress important. Et donc, les modes de prévention, ils vont se dérouler à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être un niveau d'anticipation. Le deuxième niveau, c'est de détecter qu'on se retrouve dans une situation qui va devenir indésirable. Et puis enfin, ça va être de savoir tout simplement renoncer. Et je pense que comme il y a essentiellement des instructeurs autour de l'écran, ça doit vous parler parce qu'en fait, là, on n'invente rien. Ce sont des choses qu'on est censé d'ailleurs transmettre aux stagiaires et ça fait partie des choses qu'on développe sur toute la thématique des compétences non techniques. Donc,
Ce qui a été déjà dit aussi, et on va avancer un peu sur finalement les modes de prévention, mais ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une bonne capacité de dialogue. Alors, au niveau des situations à risque, bah, si vous avez mal adapté la volumétrie, que vous avez trop d'élèves par rapport aux instructeurs disponibles, ça ne va pas bien se passer. Vous avez toujours l'arrivée inattendue de vols découvertes et où vous avez en fait des engagements pour le bon fonctionnement de votre club. Vous avez la fameuse belle journée avec les cumulus prometteurs dont parlait Véronique, qui semble-t-il viennent d'arriver en région parisienne. Et puis vous avez un grand classique, la fin du stage, où il faut absolument peut-être qu'on arrive à faire le lâcher, y compris le fameux lâcher pour l'anniversaire, avec si possible toute la famille présente. Comme ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé la problématique du lâcher. On va avoir cette affaire de remorqueur qui a le moteur tournant. Alors, ça part du bon sentiment d'économiser un cycle de démarreur, ça d'économiser de l'essence, mais en attendant, on a déjà eu au moins 2 retours très démonstratifs dans les présentations en préambule. Vous avez inversement les planeurs alignés qui attendent le remorqueur, avec si possible aussi des mouvements, un qui était numéro 2 qui veut passer numéro 1. Le remorqueur, lui, on le met aussi sous pression et ça peut générer des incidents. Et puis, en fait, ça a été évoqué, et alors on l'a vraiment classiquement dans le cadre de la coactivité. Un décollage à lancer, par exemple, Autreuil, alors qu'un remorqueur est en train d'arriver en base, et puis on a un autre planeur qui démarre sa vente arrière, et on sait que si on loupe le cycle, ça va ralentir le lancement Autreuil, et du coup, après, ça va aussi poser des problèmes pour les redécollages au remorqueur. Mais il y a un moment où il faut savoir être raisonnable. Pour couronner le tout, si on a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui aident en piste, mais qui n'ont pas été suffisamment accompagnés, qui sont novices, et ben en fait, on va perdre la petite couche de protection du porte-plume, de l'aide qui aurait peut-être pu dire non, là, je ne vais pas lever l'aile parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Donc ça, toutes ces situations, vous les connaissez bien parce que vous les vivez, je pense, assez régulièrement. Par l'anticipation, qu'est-ce qu'on entend? C'est tout simplement de précharger l'activité avec est-ce que j'ai les modes de lancement suffisants et disponibles? Est-ce que je sais sur qui je peux compter pour aider en piste et est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Est-ce que le volume d'élèves que j'ai à faire voler aujourd'hui, moi en tant qu'instructeur ou pour l'ensemble des instructeurs qui vont être présents sur la plateforme, c'est raisonnable? Est-ce que je dispose de planeurs suffisants où je vais devoir faire une répartition et ça doit être fait aussi en anticipation de manière à ce que les gens soient déjà préchargés, qu'ils vont partager leur planeur et donc ils partent à l'heure qu'ils partent, ils le ramèneront à peu près dans le volume de temps qui avait été prévu et puis l'autre repartira et peut-être que les cumulus ils sont encore assez généreux. Pour les VI, est-ce que j'ai assez de pilotes VI disposant de l'autorisation pour réaliser tous les baptêmes du jour? Ça, c'est vraiment, je pense, la clé de voûte du système de prévention, c'est réussir à anticiper en faisant tout simplement le comptage des forces en présence. Si vous avez des outils de planification, on prend comme exemple Click and Glide, c'est quelque chose qui va très certainement vous aider et c'est valable euh, quelle que soit la taille, on va dire, du club. Alors ça peut être Click and Glide, ça peut être d'autres outils, mais en attendant, il faut absolument essayer de finalement précharger le déroulé de votre journée parce que vous aurez de toute manière des imprévus. Alors déjà, en ayant au moins calibré, on va dire, la journée type, ça va vous mettre un filet de protection. Après, si vous avez des vols découvertes, il faut que les gens confirment. On a
Et puis nous, on va leur confirmer aussi, parce que la météo peut ne pas être comme attendu. On peut avoir un aléa mécanique qui fait qu'on va prendre du retard, voire même que le vol ne sera tout simplement pas possible. Le pilote qui était disponible, il a tout à fait le droit d'avoir un imprévu ou d'être malade. Pour les élèves, il est vraiment important de limiter les inscriptions journalières aux capacités de réalisation du jour. Et après, certains clubs, bah, ils peuvent aussi, parce qu'ils ont une très forte demande, et tant mieux pour eux, bah, ils sont obligés de peut-être mettre en place une liste d'attente. Ça arrive dans certains clubs. D'autres n'ont peut-être pas assez d'élèves, mais en tout cas, pour ceux qui sont comme ça, à un moment, vous ne pouvez pas trop surcharger les choses. Par jour, on va mettre un nombre maximum d'élèves par instructeur pour que les leçons soient faites avec de la qualité et de la sécurité des vols adéquates. Et puis, on va aussi informer les élèves qu'en cas de manque d'instructeurs, peut-être aujourd'hui, ils vont pas voler, mais on leur a prévu de très, très intéressantes activités et auxquelles, au premier plan, on trouvera des travaux d'intérêt collectif qui font que c'est aussi une école de la vie. Pour les pilotes qui, eux, sont déjà, par exemple, lâchés, brevetés, il faut que tout le monde sache quel est le volume de machines disponibles. Les répartitions peuvent être fixées un petit peu à l'avance, de manière à ce que ça ne soit pas une cacophonie et que ça ne soit pas quelqu'un qui arrive en trouvant un planeur déjà prêt, qui saute dedans et qui bah, finalement qui se sauve avec. J'ai déjà vu ça. Après, la répartition des tâches comme alternative, si finalement on ne peut pas réaliser les vols, bah, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va leur proposer. Aujourd'hui, tu vas faire l'aide en piste ou tu vas participer à un cours théorique avec tel intervenant. Si vous avez la chance d'avoir un simulateur et des moniteurs simu, vous les mettez en œuvre. Ça peut être aussi de proposer bah, une initiation à la mécanique, l'entretien du hangar, des abords, etc. Tout ça, c'est des choses qui, si elles sont mises en amont, peuvent trouver de l'écho, mais il faut que ça soit calibré dès le début. En fait, il faut que vous ayez votre plan B, on va dire. Voilà. Après, pour le jour J, alors l'anticipation, ça peut être le matin. Pour le jour J, vous avez en fait une petite règle qui est intéressante. Certains la connaissent et ils vont trouver qu'il y en a, il en manque même peut-être un quatrième de R, mais nous, on va déjà s'occuper de ces trois-là. Est-ce que mon activité, elle respecte un cadre réglementaire? Est-ce que tout simplement c'est réalisable? Et est-ce que c'est raisonnable en termes de sécurité des vols? Si vous avez posé ces trois R, donc ce questionnement, que vous êtes à plusieurs pour croiser vos avis en disant est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et puis que vous soyez seul ou dans une structure beaucoup plus grosse, vous avez le tiercé gagnant, oui, j'ai bien la réponse, oui à ces trois R, bah, vous pouvez réaliser, on va dire, comme prévu. Mais si vous percevez un changement dans la situation, il faut absolument marquer un point d'arrêt et prendre le temps de réévaluer la situation pour voir si c'est tout simplement encore réalisable ou est-ce que c'est tout simplement raisonnable. Voilà. Par contre, si dès le début, vous avez une réponse qui est une réponse de type non, eh ben, il faut réétablir les priorités, renoncer peut-être à certains vols. Et du coup, c'est votre plan anticipatif qui va vous permettre en amont, qui a été créé en amont, qui va vous permettre de trouver les meilleures solutions. Je rebondis sur la question de Christian Chabert sur la tonicité. Ben, en fait, la tonicité, c'est un échauffement, c'est donc une préparation. C'est l'anticipation. Et puis, les signaux faibles qui vous font dire que j'ai pas les trois R, c'est tout simplement quand vous commencez à avoir cette sensation de débord, je suis débordé, je suis agacé. Là, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter, de se poser et de s'appuyer sur les confrères, les consoeurs, donc de dialoguer en disant, bon, comment on s'y prend maintenant? Voilà. Euh,
je constate que je suis en retard sur mon planning, j'ai une charge, il y a le dernier vient d'arriver en retard, il y a des imprévus, bah ok, je réévalue la situation, j'analyse et j'essaie de voir si ça reste faisable, réalisable et raisonnable. Si je commence à me sentir débordé, il l'a très bien dit Alain, en fait, je demande de l'aide, hein. C'est-à-dire que je partage les difficultés du moment, je m'appuie sur les confrères et je peux même aussi demander de l'aide à finalement des gens qui ne sont pas instructeurs, et voire même des gens relativement débutants, mais bien formés. Il faut s'appuyer sur tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui vient depuis 3 fois au terrain et qui, à un moment, vous fait remarquer que d'habitude, on ne lève pas l'aile dans cette situation. Cette situation, c'est qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose accroché à la queue qu'on appelle un trolley. Voilà, ça c'est l'apanage même du débutant, on va dire. Et donc, Alain nous soumet cette diapo humoristique. À leur hache, pour éviter une catastrophe, il faut adopter la zen attitude. En fait, il faut exactement faire l'inverse de la définition de la pression temporelle. Il faut créer un espace de temps où on pourra de nouveau réaliser les tâches prévues, puisque la pression, c'est pile l'inverse. Donc, quand la pression monte, je garde à l'esprit tout simplement qu'une checklist, comme le disait Véronique, c'est tout ça, c'est 2-3 minutes pour la faire correctement, et qu'à chaque fois qu'on se précipite et qu'on bâcle les choses, ça peut finir par coûter très très cher. Voilà. Tout le monde est acteur, donc de l'élève pilote à l'instructeur, tout le monde est concerné, tout le monde peut agir et tout le monde peut dire stop, ça va trop vite. On peut plus réaliser les choses sereinement. Donc on prend un petit temps d'arrêt et puis on réévalue et on voit si on continue après le processus ou pas. Parfait, parfait. Voilà, c'est bien parce il y a quelques réactions. Donc c'est Pascal qui revient, il y a quelques réactions. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très bien. Il y en a une qui est très bien, qui était sur le stop. Christian Chabert nous dit, doit-on valoriser le fait de dire stop? Ben, clairement, on dit que oui. Enfin, Oui. voilà, s'il faut dire stop, eh ben, il faut dire stop, hein, et voilà. Tiens, je veux juste dire un petit truc sur la checklist. On m'a appris pendant très longtemps, la checklist protège la checklist. Donc, ouais, voilà. Est-ce que le pilote doit se sentir légitime de dire au remorqueur je ne suis pas prêt, arrête ton moteur? Je pense que c'est effectivement ça, et je pense qu'il faut valoriser aussi il faut au minimum informer les gens, informer les pilotes qui parfois sont un peu réticents à faire ça. Si le pilote n'est pas prêt, on arrête, hein, il demande d'arrêter le moteur, et puis le remorqueur il le remettra en route après. Il y a Jacques qui nous dit que c'est effectivement, c'est peut-être parfois possible que dans les clubs où il y a beaucoup de monde, que ça soit une personne entre guillemets euh, pas extérieure à l'activité, mais qui est un petit peu en retrait, qui est ça peut être un responsable de piste par exemple, qui peut être parfois un peu hors de l'action immédiate et qui pourra peut-être être plus à même de détecter que c'est en train de partir en surchauffe. C'est pas toujours facile parce que je pense qu'il y a des clubs où c'est compliqué, ça dépendra beaucoup de la structure du club, je pense, et de la structure même pas du club, mais de l'activité du jour. Il y a par exemple un club que je connais qui systématiquement désigne pour la journée de vol un permanent vol. Et cette personne, elle est chargée de la journée. C'est-à-dire, c'est elle qui va s'occuper qu'il y ait assez de monde pour mettre les planeurs en piste, c'est elle qui va s'occuper que, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, qui va s'occuper de vérifier que tous les petits à côté sont faits correctement, qu'il y a un responsable pour la planche, qu'il y a un responsable pour les trucs, enfin qui gère un peu ça. Il y a ils ont un permanent du jour, voilà, on va dire ça comme ça, avec peut-être un adjoint si jamais, et avec des règles précises de si le permanent fait autre chose que s'occuper de la permanence, ben il la passe à quelqu'un d'autre qui sera, lui, s'occupera de ça. C'est par exemple une façon de faire. Voilà. Et également, on parlait de communication.
je termine juste sur ça. Il y a une remarque dans les questions-réponses qui dit également, quand on commence à communiquer sur le fait qu'on a des soucis ou qu'on ne se passe pas comme prévu, il faut essayer de le faire sans augmenter le niveau de stress général. Voilà. Essayer de la zen attitude. Allez, et donc, on est dans le timing à peu près pour terminer avant la prochaine commission, donc c'est parti. Eh bien, c'est moi qui reprends la main. Et on va parler du premier ex de 2025, qui sera suivi eh bien, d'un petit quiz de la chef PowerPoint. Et je vais juste relater ce premier ex. Le contexte, deuxième jour volable de la saison. Météo très favorable, même très très favorable, les cumulus partout. La preuve, c'est que la présence de tous les pilotes expérimentés sont là et sont impatients de voler. Dès 9h30, les premières machines sont sorties, ce qui était un peu inhabituel pour ce club. Le briefing est vraiment expédié, je dirais même, apparemment, d'après leur ex, pas de briefing. Tout le monde fait son briefing dans son coin. Mais les cumulus sont déjà là et sont déjà bien développés. Malheureusement, ce terrain dispose de 2 pistes, une en herbe et une en dur. Et la piste en dur est problématique au niveau logistique. Et ça, la piste en herbe a été détériorée, pluie, sanglier, et n'est pas vraiment utilisable immédiatement. Mais la pression est mise pour la rendre praticable, ou plutôt au plus tôt, car l'utilisation de la piste, comme je vous le dis, en dur est très contraignante. Et nous voyons là une décision collective. Malgré les doutes de certains membres, les planeurs sont poussés sur la piste en herbe. Surtout les biplaces. Les biplaces sont alignés le plus loin possible sur la partie ouest de la piste qui est la moins abîmée, mais peut-être pas forcément la plus plate. Et tout le monde s'agite sans vraiment de coordinateur. Il n'y a personne, ni chef de piste, tout le monde donne son avis. Et le remorqueur s'aligne devant le premier duo. Même si quelques doutes subsistent, chacun s'occupe de sa personne en piaffant à la vue des cumulus, toujours plus nombreux et attirants. Décision individuelle, on le verra, le remorqueur met les gaz, mais la mise en mouvement est très, je dirais même très poussive. À mi-piste, point de référence pour un arrêt-décollage, l'attelage est toujours au sol et personne ne dit rien. Mais tout le monde en retient sa respiration. Le pilote arrache le duo du sol, permettant au remorqueur de décoller à son tour à environ 200 mètres du bout de piste. Et comme Pascal les a supprimés, les écureuils ont eu peur. Décision de se déplacer, donc. La décision est prise de déplacer le deuxième duo ainsi que le twin sur la piste en dur. Et la Véronique. Alors maintenant, on va vous demander de répondre, suite à ce que Alain vient de vous dire, de répondre à ces quelques questions dans les questions-réponses. Quels sont d'après vous les précurseurs dans ce Rex? Si vous avez besoin que je remette en arrière, je remettrai en arrière, mais quels sont d'après vous les précurseurs déjà dans un premier temps? Si vous voulez bien répondre selon vous. Je vous laisse quelques secondes pour tenter de répondre à cette question. Deuxième question. Quelle barrière aurait permis d'éviter cette situation? Alors, avant le décollage, déjà, dans un premier temps. Donc, la situation qui consiste à faire peur à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, avant le décollage. Pendant le décollage, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à faire au cours du décollage, d'après ce que vient de nous dire Alain, pour éviter de faire baisser la tête aux écureuils? Toujours pareil, vos réponses dans les questions-réponses. Pascal nous dira tout ça à la fin. On a fini, hein, c'est vraiment la fin. Là. Et puis, quel est au final le bénéfice-risque si on fait la balance entre les deux, bénéfice-risque de cette décision, puisqu'il y avait une décision collective de mettre en piste sur l'herbe. Et puis la décision individuelle, c'est les pilotes qui sont montés dans les machines qui ont décidé de
d'entamer ce vol. Hein, et puis alors je vais donner une partie de la réponse, évidemment, mais vous connaissez parfaitement, de ne pas avoir interrompu le décollage là, quand c'était encore temps et là où ça aurait dû être fait, puisqu'il y avait un point de repère mi-piste. Voilà, voilà. Donc j'imagine que vous avez eu le temps de répondre. C'est un petit peu rapide, mais enfin, c'est pas très compliqué non plus. Il y a quelques, bon, alors c'est Pascal, on commence à avoir des. Alors, un des trucs qui revient, c'est une inspection, avoir fait une vraie inspection journalière de la piste. Hein. Je pense que ça a été fait, mais voilà. Il y a Et c'est un point important, effectivement. Voilà, il y a clairement un manque d'anticipation sur l'organisation de la journée en tant que telle. Hein. Voilà, tout le monde vient et tout le monde veut voler. Il y a effectivement un effet de groupe, une espèce d'euphorie. Euh, il y a ensuite il y a également avant un petit peu que ce qui se passe, il y a est-ce que voilà, quelles sont les personnes qui ont vraiment pris la parole, qui ont émis des doutes? Est-ce que c'est des gens compétents qu'on considère comme compétents dans le club ou pas? Ou voilà. Euh, dans les barrières qu'on aurait pu mettre en place, d'abord il y a une barrière simple, hein, c'est enfin, par exemple le remorqueur, on ne sait pas pourquoi, il aurait peut-être pu refuser de travailler dans ces conditions. On aurait pu faire décoller un monoplace en premier, par exemple, plutôt qu'un biplace pour voir ce que ça donnait. Il y avait pendant pendant le décollage, ben, il y a clairement, apparemment sur ce terrain, il y a un point identifié pour stopper le décollage ou interrompre le décollage d'une manière ou d'une autre si l'attelage n'a pas décollé. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi le vol a été poursuivi, pourquoi ni le remorqueur ni les pilotes de planeur n'ont pris la décision de stopper le décollage. Alors, pour parler un petit peu d'une chose parfois, quand on n'a jamais fait quelque chose, on a beaucoup de mal à décider de le faire. Hein. Donc, peut-être qu'il ne l'avait jamais fait. Et voilà. Il y a dans les précurseurs, voilà. Donc, dans les précurseurs également, il y a le fait qu'il y ait l'organisation soit pas vraiment efficace, puisqu'on sent que tout le monde dit des trucs, tout le monde intervient, tout le monde, voilà. Peut-être que, et puis voilà, il y a toujours précisé le scénario décollage-annulation. C'est peut-être là un des points clés. Si on a raté tout le reste, c'est peut-être un Le dernier rempart, oui. Voilà, c'est peut-être le dernier. Voilà, c'est peut-être le dernier rempart. Voilà. Voilà, prise en compte des mises à jour, précurseurs, mise en place tardive, et puis barrière, un responsable de piste, arrêt décollage par le remorqueur. Voilà, ça se termine là. Il y a Olivier, il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne voit pas mes réponses, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut peut-être fermer et rouvrir la personne qui m'a dit qu'il ne voyait pas les questions-réponses. Il faut peut-être qu'elle ferme et qu'elle rouvre la fenêtre. De toute façon, je précise quand même pour tout le monde que tout est enregistré, je crois que même les questions-réponses sont enregistrées. Donc, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, de ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Si on revient un petit peu sur ce qui a été dit avant, sans vouloir faire de trucs d'analyse complète, on s'aperçoit que ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que les mesures de prévention qui ont été décrites un tout petit peu avant, elles auraient peut-être permis dans ce cas précis de prendre la décision d'aller décoller sur la piste en dur, même si c'était avec des contraintes, ça aurait peut-être permis d'y aller sans se faire peur. On va dire ça comme ça. Voilà. Avant que Jean-Yves fasse la fin, je voudrais, c'est moi qui vais présenter. Je vais juste vous dire que on a mis alors je pense que c'est dans le chat ce coup-ci. Oui, je viens de le mettre à l'instant. Il est au début et à la fin du chat. Voilà. Dans le chat, vous trouverez un lien vers un questionnaire. On a un questionnaire avec quelques questions pour essayer de voir un petit peu ce qui se fait dans les clubs et s'il y a des constantes qu'on peut retrouver entre différents clubs. Ce chat, c'est un Google Form, ça prend à peu près 5 minutes à remplir. Si vous n'avez pas la réponse à toutes les questions, c'est pas grave, remplissez ce que vous pouvez remplir.
On essaiera également de l'envoyer à tous ceux qui se sont inscrits. Et d'ici quelques jours, on fera une synthèse qu'on vous enverra. Et si tout ça c'est très intéressant, on fera un article dans Action Vitale. Voilà. Eh bien, je vais laisser Jean-Yves terminer. Et je crois qu'on a à peu près Tenu le timing. tenu le timing. Ouais, On est précis, 57, ouais. 19h57. Je vais essayer de voir pourquoi rien ne s'affiche dans le chat, parce qu'on me dit que rien ne s'affiche. Pourtant, c'est affiché. Ok. Bah, je vais le mettre aussi dans le QR. Je vais copier le lien, je vais le mettre dans le question-réponse aussi. Jean-Yves, à Bah, toi la parole. oui, bah, ça va être rapide, hein. Merci en tout cas de, de vos participations à tous et des échanges, même si en webinaire c'est toujours un peu limité parce qu'on ne peut pas vous donner accès au micro, mais bon, via les chats et les questions-réponses, on arrive quand même à communiquer pas trop mal. Bon, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Pour nous, la commission formation sécurité, c'est vraiment important qu'on puisse faire ce genre de webinaire avec vous, surtout en début de saison, parce qu'on sait très bien qu'en début de saison, on est fragile. On a peu d'entraînement et bah, si on n'est pas vigilant, bah, on a des événements, des incidents, des accidents et bon, on est toujours très inquiet par rapport à ça et on continuera à travailler là-dessus. Le prochain webinaire, ce sera sur les atterrissages en campagne. On a aussi beaucoup d'événements liés à ça. Donc, j'espère que vous viendrez également aussi nombreux. Et bon vol à tous et bonne soirée. Et juste pour terminer, je rajouterais par rapport au message, c'est qu'a priori, on a prévu d'envoyer le formulaire également par mail. Oui, Si je ne dis pas de bêtises, Jean-Yves, puisque certains ne c'est le trouvent ça. pas ni dans le chat ni dans les questions-réponses. Donc, de toute façon, il est prévu qu'il y ait un lien qui soit envoyé Ils, par ils mail l'auront demain également. matin. Voilà, Ils voilà. l'auront Oui. demain matin sur la liste de diffusion. Mm. Et on traitera un peu les remontées dans moins d'une semaine, de manière à ce que vous ayez un retour et que on puisse s'en servir dans le prochain Action Vitale. Si, Mm. et en fait, on vous mettra un peu une boîte à outils avec des éléments de réponse qui étaient d'ailleurs dans les questions et réponses. Il y a des choses qui ont été évoquées qui font partie des bonnes pratiques et donc on essaiera d'en lister quelques-unes. Voilà. En complément, le webinaire et l'enregistrement seront disponibles, accessibles sur le site de la TO CNVV. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Tu coupes l'enregistrement, Jean-Yves, peut-être? Oui, je vais couper. Arrêtez.